Vous pouvez aujourd'hui acheter beaucoup de produits Apple différents. Pour la plupart, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour certains, ils sont à éviter et voilà lesquels. AirPods Max, iPhone 14, iPad Pro M2, Mac Pro M2. Vous voulez commencer par quoi? Allez. Les AirPods Max. Ce produit a clairement fait débat lors de sa sortie entre ceux qui ont été séduits et les autres qui ne voulaient même pas en entendre parler. C'est clair que son prix n'a pas aidé, 629 € sur le site d'Apple, mais vous pouvez aujourd'hui le trouver autour des 500 € à certains moments. Ce qui est déjà contradictoire, c'est que je vous parle de ces AirPods Max dans cette vidéo là, alors que c'est un produit que j'utilise tous les jours tellement je l'adore. C'est un produit super bien foutu, entre acier, aluminium, textile, il n'a pas bougé depuis plus de 2 ans malgré que j'utilise tout le temps. Dès le départ, Apple les a conçus comme un produit de luxe, déjà au vu de sa fabrication, son positionnement sur le marché bien évidemment, mais c'est bien cette connotation luxueuse qui le condamne à vous décevoir. Déjà le fait qu'ils aient l'appellation AirPods, ce tout petit produit en plastique qu'on laisse traîner un peu partout, c'est contradictoire avec ce qu'on a ici. Ensuite, il a été pensé comme un accessoire de mode, il est pas du tout pratique à prendre avec soi, on ne peut pas le plier dans un sac. Il a été conçu comme un accessoire de luxe qu'on va transporter à la main ou bien autour du cou. Et même si le poids est bien réparti, qu'il ne l'appuie pas sur la tête, il faut bien réfléchir quand on va l'utiliser, parce qu'on oublie les séances de sport. C'est trop lourd et il n'a pas été créé pour éponger la sueur. Dans les transports en commun, oui, si on aime porter un casque, ce qui n'est pas mon cas, je préfère avoir les AirPods Pro, c'est plus léger, c'est plus pratique globalement avec les mêmes fonctionnalités. Finalement, on se retrouve avec à la maison pour regarder des films tranquillement, écouter de la musique dans les meilleures conditions, ou bien lorsque je pars en voyage, j'aime bien avoir un casque audio pour me poser dans l'avion ou dans le train. Les AirPods ont été rendus populaires grâce à leur praticité, leur légèreté, ce qui n'est pas le cas des AirPods Max qui sont plus compliqués à positionner tant ils sont adressés à un marché de niche, ceux qui veulent profiter de la meilleure qualité audio à travers un produit de l'écosystème Apple. Là où ils ont réussi à faire adopter les AirPods auprès du grand public en leur faisant débourser bien plus cher pour des écouteurs grâce au concept qu'ils représentent, les casques audio sont plus compliqués à vendre puisque pas indispensables. Et puis il existe des tonnes d'alternatives et mettre 600 € dans un casque audio qu'on ne va pas utiliser tout le temps, c'est compliqué à justifier. C'est sûr que de pouvoir embarquer un objet de luxe, un casque haute fidélité partout avec nous tout le temps, c'est génial, mais on ne le fera pas parce qu'il est moins fait pour ça. Et si vous avez des AirPods Max, vous avez fatalement des AirPods Pro dans le coin que vous utiliserez plus facilement. Malgré un mode de réduction de bruit active et un mode transparent les plus bluffants que j'ai pu tester jusqu'à présent sur le marché. Et ça fait 3 ans qu'ils sont sortis. Les AirPods Pro 2 sont pas loin, mais la différence se fera surtout du fait que c'est un casque versus des écouteurs. Je sais pas, oui c'est un produit de niche, oui c'est difficile de le recommander, mais en même temps c'est un produit qui a presque pas de défaut et c'est pourquoi je l'utilise quotidiennement. Mais ne l'achetez pas à 629 €, ça c'est sûr, c'est un produit qui est souvent en réduction, donc vérifiez bien ça, mais c'est vrai que c'est compliqué à recommander pour ce prix. Allez, parlons de l'iPhone 14. On a pu en parler dans une vidéo complète que je vous invite à aller voir. L'iPhone 14 est un iPhone à éviter. Il n'en reste pas moins très réussi, mais étant identique à l'iPhone 13 en tout point ou presque, vous ne devez pas l'acheter. L'iPhone 14 fait partie de ce process mis en place par Apple qui veut instaurer des nouveautés en termes de design et d'innovation globalement tous les 3-4 ans. Il est le dernier de ce cycle et c'est pour ça qu'on ne voit rien de nouveau. Pire encore, il a été créé comme un iPhone passerelle vers l'iPhone 14 Pro qui lui en revanche apporte plus de nouveautés. Ça peut sembler logique tant Apple souhaite vendre des iPhone 14 Pro pour notamment son Dynamic Island, je crois que ça a marché. Et histoire de sortir un iPhone 14 plus accessible, on a eu ça. Il est très difficile de faire la différence entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13 sorti l'an dernier, designement parlant ils sont parfaitement identiques si ce n'est un nouveau coloris, à l'intérieur aussi avec la même puce A15, l'iPhone 13 était un bon choix envisagé si vous vouliez un iPhone moins cher, surtout dans sa version mini dont je suis fan. Alors certes, c'est plus écologique de réutiliser un processeur d'une année à l'autre, mais dans ces cas-là, puisqu'il n'apporte rien, autant ne pas le mettre dans le catalogue, ce qui serait d'autant plus écologique. Sauf si vous voulez prendre un iPhone plus grand format, moins cher, ce qui est le cas avec l'iPhone 14 Plus qui a remplacé la version mini, ça peut être un bon compromis avec un plus grand écran et une plus grande batterie. Cet iPhone 14 arrive tout de même avec quelques fonctionnalités en plus, un autofocus sur la caméra frontale, 1 heure d'autonomie supplémentaire, une meilleure réparabilité, la détection d'accidents de voiture et la connexion satellitaire pour pouvoir contacter les secours même si vous n'avez pas de réseau cellulaire, mais c'est tout, rien qui vous ferait passer d'un iPhone ultérieur vers celui-ci. Encore une fois, même si l'iPhone 14 est un super smartphone, privilégiez plutôt l'achat d'un iPhone 12 ou un iPhone 13 qui sera moins cher, même en reconditionné en fonction de vos besoins. Oula!
L'iPad Pro M2. C'est un iPad qui, tout comme l'iPad Pro M1, est beaucoup trop puissant par rapport à ce qu'on peut faire dessus. Aussi bien que ça puisse paraître d'avoir une puce ultra puissante dans son iPad, d'avoir un écran Liquid Retina XDR pour toujours plus de détails et de réalisme, c'est des fonctionnalités qui, à mon sens, n'ont rien à faire sur un iPad. En fait, Apple a tellement voulu pousser l'iPad Pro pour les pros qu'ils se sont perdus. Si vous voulez vous dégoter cet iPad dans une version correcte pour bosser, vous en aurez pour 1967 € avec le Pencil, le clavier et une version 512 Go, histoire d'être bien. Pour moins cher, tu peux avoir un MacBook Pro 13 pouces M2 avec 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage. À quoi ça sert alors d'acheter un iPad Pro M2 en 2023? Cela fait 3 ans que je ne prends pas de nouvelle version d'iPad Pro parce que celle sortie en 2020 me convient très bien, aussi bien en termes de puissance, il n'a pas vieilli, qu'en termes de fonctionnalité avec iPadOS. L'iPad Pro est devenu trop professionnel au vu de son écosystème qui lui permet trop peu de liberté. Même si des applications telles que Final Cut, DaVinci ou la suite Adobe débarquent sur iPadOS, vous n'aurez jamais la même flexibilité ou même les mêmes fonctionnalités que sur macOS. L'essence même de l'iPad est de pouvoir faire le plus gros de ses tâches en déplacement sur un produit qu'on peut transporter partout où on veut, qu'on peut transformer en fonction de ce qu'on veut faire dessus. Chaque ajout a un prix qu'il faut prendre en compte pour voir si ça vaut le coup. J'utilise moi-même mon iPad Pro pour pouvoir bosser et répondre à des mails, faire de la paperasse, éditer des photos sur Lightroom ou bien rédiger des scripts comme celui-ci. Mais si je veux aller plus loin, il faut fatalement que je passe sur un PC pour utiliser Photoshop ou Premiere Pro avec des fonctionnalités bien plus avancées. La question se pose vraiment aujourd'hui pour un prix relativement identique si on doit passer sur un iPad Pro équipé ou bien sur un MacBook Air ou un MacBook Pro boosté. Je suis curieux de lire vos commentaires là-dessus. Là par contre, ça va faire mal, le Mac Pro M2. C'est le nouveau PC haut de gamme d'Apple qui a été annoncé il y a quelques semaines, soulevant pas mal de questions de mon côté. Vous le savez, j'ai le Mac Pro version 2019 dont je suis ravi. Je l'ai pris il y a quelques années pour contrer tous les soucis que je pouvais rencontrer avec mon MacBook Pro que j'ai alors revendu. J'étais également de plus en plus au studio et j'avais besoin d'une machine évolutive avec les années pour changer la RAM, ajouter du stockage, ce que j'ai fait. Il correspond parfaitement à toutes les productions que je peux créer. Je rencontre parfois des soucis à cause de Premiere Pro qui n'est toujours pas bien optimisé sur Mac, c'est un enfer. Il arrive désormais à faire complètement bugger le logiciel ou même parfois à faire redémarrer le Mac en utilisant 152 Go de RAM sur 96 installés. C'est chaud, mais j'ai pas envie de faire le switch vers Final Cut. Ça sert à rien de me mettre ça en commentaire. Malgré ça, je suis fan de cette machine, elle me fascine. Vous le savez, en tant que fou de technologie, j'adore avoir ce qui se fait de mieux entre les mains pour pouvoir le tester et ensuite vous en parler. Et du coup, dès que j'ai vu le keynote d'Apple, je me suis dit, il me faut ce nouveau Mac Pro, qui ne correspond plus du tout à mon profil. En annonçant le Mac Studio en parallèle avec la même puce M2 Ultra que dans le Mac Pro M2, Apple a scindé la cible professionnelle en deux parties. Celle qui a besoin de puissance, mais surtout de faire évoluer, de transformer sa machine en ajoutant des cartes d'acquisition, des cartes audio pour notamment des studios de musique ou bien des boîtes de production. Et puis il y a les autres, les créateurs qui ont besoin de concentrer le plus de puissance possible au meilleur prix. En configurant le Mac Studio en full option, si ce n'est pour la mémoire, on est sur un total de 8249 €. Le Mac Pro, quant à lui, coûte 8299 € dans sa configuration standard. Une différence de prix qui accentue cette scission entre créateurs et studio. Le Mac Pro M2 est seulement là pour proposer cette flexibilité d'évolution tout en ayant accès à la nouvelle puce M2 Ultra. Le Mac Studio, lui, est là pour tous les autres. Je reste donc bloqué entre les deux. Le choix plutôt logique serait de prendre un nouveau Mac Pro pour avoir le maximum de puissance et pouvoir le rééquiper directement dès la réception. Mais pour le prix, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, même le Mac Pro configuré au max en full option est complètement overkill par rapport à ce que je veux faire. Ce qui m'arrangerait, ce serait de renvoyer mon Mac Pro pour pouvoir l'échanger ou bien qu'ils intègrent directement la puce M2 Ultra à l'intérieur. Mais Apple fait pas ça. Pour le moment, je suis super content de mon Mac Pro. Je lui rajouterai peut-être une carte Afterburner pour qu'il ait moins de soucis avec Premiere Pro. Sans ça, j'ai pas besoin de changer pour passer à quelque chose de nouveau, ni un Mac Studio, ni un Mac Pro. Ce serait en vrai un petit caprice, même si j'ai bien rentabilisé mon Mac Pro aujourd'hui, mais voilà, ça serait vraiment pour kiffer, d'autant plus que le nouveau Mac Pro ne peut même pas intégrer de nouveaux GPU à l'intérieur. C'est un super produit qui est incroyable, autant en termes de design qu'en termes de puissance, mais cette puissance, vous pourrez l'avoir dans un boîtier 10 fois plus compact. D'autant que si vous n'avez pas la contrainte de devoir intégrer des cartes PCI, le Mac Studio suffit. Je suis d'ailleurs persuadé que d'ici quelques années, on verra un redesign complet du Mac Pro pour le rendre moins vide. Ils ont juste récupéré la version Intel que j'ai là pour lui mettre la puce M2 à l'intérieur. Rien de plus, rien de moins. C'est quand même assez ridicule, mais au moins ils finalisent le passage vers leur processeur maison pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à Intel. Voilà pour ces différents produits Apple. Maintenant sur Instagram, vous m'en avez proposé d'autres comme la chiffonnette Apple. Oui, pourquoi pas. Il y a aussi l'Apple TV qui est apparu plusieurs fois. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
mais ça pourrait faire le sujet d'une vidéo complète, éventuellement. Quant au AirTag, vous m'avez dit que c'était un produit qui était cool, mais que parfois il faut presque savoir où se trouve notre produit pour pouvoir le retrouver. C'est complètement vrai, ça m'est aussi arrivé. Donc ouais, je sais pas, peut-être que c'est un produit à ne pas recommander, même si je l'utilise souvent, mais j'ai pas encore perdu de produit suffisamment longtemps ou même à distance pour vraiment faire un retour dessus. Voilà, maintenant j'attends vos commentaires pour pouvoir vous lire, débattre de ce que j'ai pu dire ou bien me proposer d'autres produits qu'il ne faut surtout pas acheter chez Apple. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!